Ouais, c'est super. Merci d'être présent. On est sur la clôture de ProDurable. 2 jours intenses, magnifiques, plein d'interventions. J'espère que vous, dans tout votre parcours, vous avez pu assister à de nombreuses conférences et que ça vous a nourri, inspiré. L'idée, c'est pour nous d'être toujours dans cette même veine avec la touch Hatch, qui est d'être pratico-pratique. Donc on a la chance, j'ai la chance d'être accompagné par Géraldine, ici présente. Est-ce que tu peux te présenter, Géraldine? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Géraldine Olivier et je suis la directrice RSE du groupe Fnac Darty. Et moi, je suis Mine, je suis un des directeurs associés de Hatch. Et on a un cabinet de conseil en développement durable, enfin en RSE, depuis presque 15 ans maintenant. On est un pure player, on ne fait que ça. Et donc, on accompagne toutes les organisations dans leurs problématiques RSE. Et on a eu la chance de travailler avec le groupe Fnac Darty, en l'occurrence avec Géraldine et toute son équipe. Et du coup, nous, ce qui nous a surpris, interpellé, lorsqu'on a travaillé avec l'équipe de Fnac Darty, c'était toute la gouvernance qu'ils ont mise en place pour tenir leur projet RSE, etc. Donc, on va en revenir là-dessus. Et c'était génial parce qu'on s'est dit, tiens, au même moment, on travaillait chez Hatch sur un guide de la gouvernance, qui est celui-ci, qu'on va pouvoir, ou vous pourrez récupérer à la sortie, qui est un guide 100% opérationnel, le fruit de 14 années d'expérience de Hatch. On a interrogé des grands cadors de la RSE, dont Géraldine fait partie. Et on a fait une étude quantitative également qui nous ont permis d'avoir quelques chiffres clés que je vais vous partager, qui vont mettre en lumière une tension. Et quand on a vu la tension qui existait à travers ces chiffres, et qu'en parallèle, on travaillait avec l'équipe de Géraldine sur ce qu'ils faisaient, qu'on a pu découvrir toute la gouvernance qui a été mise en place, on s'est dit, mais il faut absolument que tu témoignes parce qu'il y a des super bonnes pratiques. Et vous allez voir que c'est c'est vraiment de l'opérationnel, c'est comment on fait pour que ça marche, avec plein de petits trucs et astuces qu'on retrouve dans le guide. Mais là, en live et en direct, c'est quand même toujours plus sympa. Ça, il me met la pression. J'ai intérêt à vous convaincre. Alors, je vais parler encore 2-3 minutes juste pour vous sortir 2-3 chiffres clés. Et après, c'est surtout Géraldine qui va partager ce qui se passe. C'est vraiment un... Moi, je vous invite à regarder ce qu'ils font. Je ne fais pas de la pub pour mon client mais c'est assez canon. En fait, quand vous regardez l'histoire depuis 2017 de ce qui a été fait chez Fnac Darty, si vous regardez tout ce qu'ils ont fait sur la réparabilité, c'est assez sensationnel. Et c'est quand même un acteur qui a en face de lui un petit acteur qui s'appelle Amazon, tout petit. Et quand vous appelez Fnac Darty, vous avez une capitalisation boursière qui n'a absolument rien à voir avec celle d'Amazon, évidemment. Comment vous arrivez à résister? Ils le font avec brio. Et le fait d'avoir intégré la durabilité et la réparabilité dans votre modèle d'affaires, on va y revenir, fait que ça participe vraiment de leur résilience et du fait qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Alors, j'enchaîne juste sur 3 chiffres et après, on discute. Alors, quand on a fait cette espèce de baromètre, on a envoyé ce questionnaire, on a eu cette réponse-là. Beaucoup d'entreprises qu'on a pu consulter disent qu'ils ont une RSE intégrée à la stratégie. Et ils ont une vraie feuille de route. 94%, c'est quasiment 100%. Donc vraiment, c'est beaucoup de monde. Vous vous dites, tout va bien, c'est génial. Plus rien à faire. Moi, ça m'emmerde un peu parce que du coup, Hatch, on n'a plus de boulot. Mais heureusement ou malheureusement, il y a quand même, quand on leur demande, est-ce que la RSE, finalement, est suffisamment au cœur des préoccupations de votre entreprise, ces mêmes personnes vous disent que non, en fait, sur une note de 1 à 10, ils donnent 3. Donc il y a quand même une espèce de tension qui se fait entre je déclare avoir une feuille de route et en même temps, ça n'a pas l'air d'être la priorité. Donc c'est quoi? C'est que du greenwashing? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a vraiment ce hiatus. Quand on regarde après, dans les différentes questions qu'on a pu poser, vous avez 3 chiffres qui ressortent. Il y a seulement moins d'un tiers des entreprises qui ont des référents dans chaque département. Donc il n'y a pas de relais finalement. Donc est-ce que la RSE n'est l'affaire que des gens de la RSE? On a moins de 37% seulement qui ont créé des communautés de collaborateurs volontaires. Donc comment vous voulez faire vivre la RSE dans une entreprise et changer de culture? On a une thématique culture. Donc comment vous voulez faire changer la culture d'entreprise si vous n'embarquez pas tout le monde? Et puis très peu ont mis vraiment des groupes de travail. Et en parallèle de ça, seulement 28% ont indexé des objectifs RSE
sur les objectifs business de tout un chacun quand il y a des parts variables, par exemple, dans les entreprises. Donc, à l'opposé de ça, vous voyez qu'il y a une tension entre on déclare avoir une feuille de route, mais on a l'impression que ce n'est pas très concret, que ce n'est pas vraiment mis dans les préoccupations principales des entreprises. Et les deux grandes raisons qu'on a vues, c'est l'inverse de ce que vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déploiement d'un réseau d'ambassadeurs, vous appelez que ça comme vous voulez, et d'autre part, j'aime bien cette phrase, walk the talk, c'est-à-dire si c'est une priorité pour l'entreprise, eh bien d'en faire un élément prioritaire. Donc moi, un peu en mode provocation auprès des comités de direction, souvent ce que je leur dis, c'est votre quatrième pilier, la RSE, ok, donc c'est 25% des ressources et 25% des moyens. Donc là, vous avez le DG qui dit « Ah, non, ça ne va pas se passer comme ça ». Je fais « Ah ouais, mais attendez, quatrième pilier d'un truc où vous n'y connaissez rien, il va falloir mettre un peu de moyens, un peu de ressources, un peu d'intellect. » Donc ça les fait réagir et du coup, ils comprennent que voilà, quand on met quatrième pilier d'une strat business, ce n'est pas juste des mots, quoi. Il faut l'incarner. Donc du coup, voilà, assez pour ma part. Et puis, donc, deux belles pratiques qu'on a pu voir chez Fnac Darty. Mettre en place le bon réseau en interne, incentiver, donc parler à la fois au cerveau droit et au cerveau gauche. Et alors pour commencer, revenir un petit peu en arrière, quand tu prends poste il y a 2 ans, 3 ans, 2021, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une feuille de route RSE. Et donc raconte-nous un peu tout ça. Alors effectivement, la direction de la RSE, elle existe depuis 2012 chez Fnac, mais c'est vrai qu'en 2021, il y a vraiment un tournant majeur au sein du groupe Fnac Darty. C'est la publication du plan stratégique de l'entreprise Everyday, dans lequel vraiment la RSE a été mise au cœur du business model. Un des piliers, donc tu parlais des piliers, donc il y a 3 piliers dans le plan stratégique et autour du sujet de la durabilité. Alors quand on parle durabilité chez Fnac Darty, on est sur la thématique de l'allongement de la durée de vie des produits. Le bilan carbone aujourd'hui du groupe Fnac Darty, c'est composé à 90% par les produits qu'on vend. Donc, allonger la durée de vie des produits, être dans la durabilité, c'est majeur pour le groupe. Et un de ces piliers en fait, du plan stratégique, c'est aussi un des piliers de la stratégie RSE, qui en comporte 5, autour de la préservation du climat, du capital humain, de l'éthique des affaires et bien évidemment aussi avec une marque forte comme Fnac autour des territoires et de la culture. Donc déjà, ce plan stratégique, le fait qu'on ait un pilier qui soit commun, ça a été aussi l'occasion de réaffirmer la raison d'être du groupe qui est s'engager pour un choix éclairé, une consommation durable. Donc tout ça a fait que vraiment la RSE est venue un sujet majeur au sein du groupe. Alors, on aime bien aussi les chiffres dans les entreprises, c'est important. Et donc, assorti à ce plan stratégique, il y a un certain nombre de KPI qui sont suivis à très haut niveau et régulièrement, qui sont des KPI RSE. Donc, si on reprend par exemple le capital humain, eh bien, on a un objectif de féminiser les équipes dirigeantes et d'arriver en 2025 à 35%. Donc, on est déjà à 30,3%. Quand je parle des équipes dirigeantes, c'est à peu près 300 personnes. Quand on parle de durabilité, et d'allonger la durée de vie des produits, rien de mieux que de jouer sur la réparation, réparer les produits plutôt que de les remplacer. Et donc, on a aussi 2 objectifs qui sont inscrits dans le plan stratégique. Un objectif en termes de nombre de millions de produits qu'on va réparer à horizon 2025, donc 2,5 millions de produits réparés, on est déjà à 1,9. Et puis, vous êtes, et j'espère, en tout cas on vérifiera, tous clients Fnac Darty. J'espère que vous avez votre abonnement à Darty Max. Donc Darty Max, c'est notre abonnement à la réparation en illimité. Et donc quand on est sur le sujet de la réparation, cet abonnement en illimité, c'est quelque chose qui va nourrir notre stratégie. Et là, c'est pareil, on a un objectif à 2025 d'être à 2 millions. Je rappelle que ce service a été créé en 2019, donc la marche à franchir est significative. Et puis on peut être fier parce que la semaine dernière, un peu plus tard que la semaine dernière, on a fêté le 1000e abonné à Darty Max. Le millionième, pardon. Je disais 1000. Non, millionième abonné Darty Max. Et puis, quand on parle de stratégie RSE, on a évoqué le capital humain, la durabilité, bien évidemment, il y a le climat. Et dans notre plan stratégique aussi, on a un objectif de décarbonation. Alors sur le scope 1 et sur le scope 2, nos émissions les plus directes, et puis une petite partie du scope 3, tout ce qui est transport entre nos entrepôts,
et le client final ou nos entrepôts et nos magasins, on estime que même si c'est du scope 3, on a la main dessus. Et donc, on a un objectif de moins 50% à horizon 2030 versus 2019 sur nos émissions de CO2 sur ces différents scopes. Donc, on voit bien qu'en fait, tout le fait que la RSE soit mise au cœur du plan stratégique, c'est ça qui a donné aussi un nouvel élan sur le sujet au sein du groupe. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est un peu on va dire le postulat de base de cette conférence, c'est-à-dire il vous faut une feuille de route RSE. Dans le monde idéal, et là vraiment c'est un cas de figure assez exceptionnel, c'est que la RSE est vraiment intégrée dans le modèle d'affaires. C'est-à-dire que vous avez vraiment des KPI liés à la réparation qui sont dans les KPI du groupe. Quand vous regardez le plan aujourd'hui, il y a notamment le nombre d'objets qui va être réparé et le nombre d'abonnés à Dartymax qui est mis comme objectif business de l'entreprise. Et du coup, c'est plus genre business et RSE, c'est presque une même feuille de route. Donc quand vous arrivez à ce degré d'intégration, là, c'est absolument canon. Et alors après, c'est toujours sympa parce que souvent, c'est des plans stratégiques, c'est des super beaux PowerPoint, machin, etc. Et le nerf de la guerre, c'est de faire vivre tout ça. Exactement. Donc nous, ce qu'on a pu découvrir en travaillant avec toi, c'était toute la comitologie. C'est un mot un peu barbare. En fait, de toute façon, la RSE est remplie de mots un peu bizarres, mais c'est un nouveau néologisme. Donc c'est tous ces comités, tout ce qui fait en fait que ça marche, que vous avez les deux grands éléments là sur l'écran. C'est le réseau fonctionne, que vous êtes combien déjà dans votre équipe RSE? Mais alors, on est hyper efficace. Hein, parce que 3 pour un groupe de 25 000 personnes, je peux vous dire qu'on est hyper efficace, mais c'est ça la bonne nouvelle. Et je vais vous en parler après. C'est tout ce qu'on a pu mettre en œuvre comme référent, comme comité, comme réseau. Je te laisse finir. Oui, non, mais du coup, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents comités qui ont été mis en place? Ça marche comment? Il y a qui? Ils se réunissent tous les combien? Enfin, hyper concret, quoi. L'idée, là, c'est d'être super concret. Qu'est-ce qui a pas marché? Et puis, les petits trucs et astuces, il y en a une... tu sais, le truc de l'email là, qui est envoyé par... J'adore cette anecdote. Je ne manquerai pas de le rappeler. Alors, déjà, il faut être clair, on ne fait pas de la comitologie pour faire de la comitologie et se faire plaisir. Tous ces comités, et je vais détailler notamment un comité, vous verrez que c'est vraiment l'idée, c'est d'être sur des feuilles de route concrètes et des actions concrètes. C'est encore une fois, les PowerPoint, c'est sympa, mais c'est pas ça qui fait après l'action et qui permet d'atteindre les objectifs. Alors en termes de comité, le premier comité qui est important, c'est avec nos administrateurs. En fait, au niveau du conseil d'administration, il y a 4 administrateurs qui sont plus en charge des sujets RSE et donc on se réunit 3 fois par an. Donc avec ces 4 administrateurs, le PDG, la secrétaire générale du groupe qui est en charge des sujets de RSE et puis moi qui anime ces comités. L'idée dans ce comité, c'est d'exposer notre stratégie, nos feuilles de route, et puis aussi d'être challengé par nos administrateurs sur qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on pourrait optimiser. Donc ça, c'est un premier comité qui existe. Et puis après, vraiment dans l'opérationnel, au sein du groupe, on a aussi différents comités. Donc vous avez vu que ce sujet de la durabilité est important, donc il y a un comité durabilité. On a un comité aussi économie circulaire, un comité éthique, un comité plus générique sur la RSE. Donc dans ce comité, en fait, on a nommé dans chacune des filières du groupe, que ce soit les filières opérationnelles ou les fonctions de support, des référents. Donc il y a un référent à la direction financière, la communication, le marketing. L'idée de ce comité RSE, c'est bien déjà de donner une information descendante, donc de bien partager avec l'ensemble des référents la stratégie, les avancées, et puis charge à eux de porter la bonne parole dans leur direction et surtout d'élaborer au sein de leur direction des feuilles de route RSE qui soient en rapport avec leur métier. L'idée de tous ces comités, c'est vraiment, on n'est pas hors sol. Enfin, la RSE, c'est pas un truc à part. La RSE, ça doit infuser dans toute l'organisation. Et c'est bien pour ça qu'on a créé ces différents comités. Comité RSE en France, et puis on a quand même une partie de notre chiffre d'affaires qui est réalisée en Europe, en Belgique, en Espagne, en Suisse et au Portugal. Et donc, on a aussi des référents RSE à l'international. Alors, je voulais revenir sur le comité climat. Puis d'ailleurs, avant de passer dans le concret du comité climat, j'ai juste oublié quelque chose qui est quand même fondamental. Et on va y revenir. C'est que tous ces comités sont sous l'égide d'un ou plusieurs membres du COMEX.
d'accord? Et ils sont là. Alors l'anecdote que veut que et donc je ne vais pas manquer de vous la donner. Un truc qui marche bien, c'est qu'au-delà de la présence du ou des membres du COMEX pendant ces comités, c'est que l'invitation à ces comités parte de l'agenda du membre du COMEX. Et là, je peux vous dire que ça mobilise, que les gens sont bien organisés, etc. Si je reviens sur mon comité climat, donc comité climat, on est sur les sujets de décarbonation. Donc dans le comité climat, la secrétaire générale du groupe et puis le patron des opérations. Les opérations chez Fnac Darty, c'est quoi? C'est tout ce qui est transport et logistique, tout ce qui est livraison du dernier kilomètre. Vous savez, les fameux camions Darty qui viennent chez vous, vous livrer votre machine à laver. Tous les techniciens aussi SAV. Alors là, on n'est plus sur les camions, mais sur les petits kangous Darty qui viennent réparer, avec les techniciens qui viennent réparer vos machines à laver. Bref, vous voyez des activités où le sujet du carbone est important. Et donc, au sein de ce comité climat, donc sous l'égide des 2 membres du COMEX dont je vous ai parlé, on a les différents directeurs et managers de ces différentes filières. Et l'idée, c'est de suivre notre trajectoire de décarbonation et puis d'échanger sur les feuilles de route des uns et des autres. Donc, il y a 3 sujets qui me viennent en tête et dont un qui me tient mais vraiment particulièrement à cœur, qui est le sujet de la livraison éclairée. Aujourd'hui, quand vous allez sur nos sites marchands, fnac.com et darty.com, quand vous faites passer une commande, bon, je suis sûre que vous l'avez tous fait dans la salle, sinon justement vous testerez la livraison éclairée. Donc vous commandez et en fait, en fonction du mode de livraison que vous choisissez, on vous indique l'équivalent en CO2 pour 1 kg transporté par mode de livraison que vous avez choisi. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le mode de livraison qui est le moins carbo-intensif, c'est la livraison en magasin ou en point relais. Alors vous me direz, oui c'est vrai, mais pas tout à fait, et vous avez raison. Effectivement, si le client vient au magasin tout seul, au volant de son gros 4x4, bilan carbone du truc, nul et non avenu. Donc on a mis un lien justement sur notre site internet vers Datagir, qui est une émanation de l'ADEME et qui permet au client d'aller aussi évaluer l'impact carbone de son déplacement. Donc, vous voyez, un sujet qui a mobilisé en interne à la fois le marketing, les opérations, parce qu'il faut calculer l'empreinte carbone, les informaticiens. Et donc ça, c'est né dans notre comité climat. Deuxième exemple, c'est notre équipe du transport et de la logistique qui a adhéré à l'initiative Fret 21. Et ça, c'est justement grâce à ce comité climat et l'émulation qu'il y avait entre les différents participants. Et puis, comme les choses évoluent, on a maintenant des objectifs, donc je vous ai parlé des objectifs de décarbonation sur nos émissions les plus directes, mais on a un sujet aussi sur les plus indirects et sur les produits qu'on vend. Et bien maintenant, il y a le directeur commercial qui siège dans ce comité climat, puisque maintenant, notre enjeu, c'est vraiment de travailler sur les produits et l'émission carbone de nos produits. Canon. On voit vraiment qu'il y a le fait d'avoir l'implication du comité de direction, du COMEX, comme sponsor, on le retrouve chez de nombreux clients où, à un moment, si c'est un sujet sérieux, c'est un vrai sujet de comité de direction et le top management doit s'impliquer. Si vous n'avez pas ça, ça risque de capoter et en tout cas, c'est un facteur clé de succès qui est très, très, très fort. Donc ça, il faut vraiment insister dessus. Alors du coup, on a vu qu'il y a tous ces comités, il y en a quand même un certain nombre qui se réunissent assez souvent. Et puis, même s'il y a des membres du COMEX qui chapeautent, qui sont sponsors, comment est-ce qu'au final, vous arrivez à ce que tout le monde soit au courant, que la direction arrive à avoir une vision un peu à 360 et hélicoptère de tous ces sujets? Comment vous avez organisé ça? Alors, effectivement, déjà, les membres du COMEX qui sont dans ces comités ont l'information directe. Alors, ça aide aussi, parce que, par exemple, quand il y a des prises de décision, quand le directeur des opérations vous dit « go, on va verdir la flotte et on investit dans des véhicules électriques », ça va assez vite en fait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors,
sur des sujets plus structurants et qui nécessitent, par exemple, des investissements ou une mobilisation plus générale et différentes entités, il peut y avoir régulièrement des interventions, soit du membre du COMEX ou quelqu'un dans son équipe, pour présenter ce sujet en COMEX. Et puis, il y a quelque chose, je vous parlais tout à l'heure de notre comité RSE et puis du fait qu'on avait des référents RSE dans chacune des filières et des fonctions support. Tous les ans, il y a un COMEX qui est dédié à la présentation des feuilles de route en termes de RSE. Et c'est vraiment chacun des référents RSE qui vient présenter sa feuille de route au COMEX au titre de ses engagements en termes de RSE. Donc ça, c'est un moyen, je dirais, efficace que de partager vraiment les feuilles de route et ce, avec l'ensemble des membres du COMEX. Non. Alors du coup, on voit la gouvernance déjà avec l'implication du top management, comment ce reporting et cet effet ascenseur se fait en permanence pour qu'ils soient bien au courant. Et après, sur l'animation même des comités, est-ce que tu as des conseils à donner? Parce qu'en fait, tu mobilises des référents, des gens qui prennent ça sur leur temps. Alors oui, ce qui est bien, c'est que dans votre cas, c'est intégrer la feuille de route stratégique, donc ils se sentent quand même bien concernés. Cela dit, c'est une animation de communauté. Donc, est-ce que tu as des petits conseils à donner un peu à tout le monde, pratico-pratique, de voilà, ça a bien marché, attention, n'oubliez pas ça. Il y a vraiment un sujet effectivement d'animation, et c'est d'ailleurs, je dirais, l'objet social de la direction de la RSE, c'est d'être dans l'animation de ces communautés et de ces comités. Quand on parle d'animation, c'est pas juste. Alors même si je m'appelle Géraldine Olivier et que mes initiales ça fait Géo, c'est pas ça le sujet. L'idée, c'est aussi de pouvoir, être dans le concret, pas seulement faire de la RSE un peu hors sol. J'ai un exemple en tête. Quand on a notre dernier ou avant-dernier comité RSE France, donc avec l'ensemble de nos référents, on s'est dit bon. Pour les gens qui travaillent aux opérations, la réparation, les ateliers de réparation, tout ce qu'on fait autour de la réparation et de la seconde vie, ils l'incarnent puisqu'ils travaillent au quotidien dedans. Maintenant, les autres directions, la finance, la com, le marketing, n'ont pas forcément... alors, ils ont la stratégie, les idées, mais ils ne voient pas concrètement comment ça se passe. Et donc, on a fait notre comité RSE au sein d'un atelier. Et puis, l'après-midi, on est allé dans 2 magasins Fnac et Darty dans lesquels il y avait vraiment un effort qui avait été fait sur la mise en avant de la seconde vie. Donc, toujours dans ces sujets d'animation, c'est de rendre concret les choses, et même dans les objectifs qu'on pilote, toujours d'avoir à la fois c'est bon pour la planète, mais c'est aussi ça peut être bon pour le porte-monnaie, ça peut être bon pour le client. Donc vraiment toujours faire le lien entre le business et la RSE. Et il y avait un autre facteur qui était intéressant, c'est que là tu animes la communauté. Il y a un effet secondaire bénéfique qui est tout autour du désilotage, parce que souvent les grandes organisations, un des mots MAUX principaux de ce qui se passe, c'est que tout le monde travaille en silo. Là, c'est quand même des projets hyper fédérateurs et qui font que tout le monde travaille ensemble. Donc ça, c'est aussi un... Et effectivement, le fait d'avoir ces comités où on mélange finalement des gens d'horizons différents, donc le comité climat, on a vu, il y a des gens des opérations, mais il y a aussi des gens de la maintenance des magasins. Dans le comité RSE, là, pour le coup, toutes les filières sont représentées. Et finalement, c'est vrai que cet effet de silo, on ne l'a pas, parce que c'est vraiment de la communication et de l'interaction entre les uns et les autres. Et puis, par exemple, je vous parlais qu'on a 2 comités RSE, un en France et à l'international. L'international, nos interlocuteurs au Portugal se posaient des questions sur comment vous avez mis en avant la seconde vie en France, etc. Bien, on a fait intervenir dans notre comité RSE international le directeur de la seconde vie. Donc, on voit qu'en plus, il y a des bonnes pratiques, il y a des échanges de bonnes pratiques entre la France et l'international, entre l'international et la France. Tout ça se nourrit. Et donc, c'est ça qui fait aussi que ça désilote et qu'on puisse vraiment être sur des sujets transverses et partagés par tous. Alors, on a parlé beaucoup du premier sujet, là, qui est sur l'écran, qui est mettre en place le bon réseau en interne pour travailler, déployer la feuille de route. Puis, il y a un peu le petit truc qui fâche souvent, qui est incentiver, parler au cerveau droit et au cerveau gauche, et puis parler au portefeuille aussi. Donc là-dessus, ça, c'est un de tes grands chantiers. Est-ce que tu peux un peu échanger? Parce que nous, c'est un frein, souvent. Beaucoup de fois, hop, on va voir les comités de direction, on dit bon, maintenant, on a la super feuille de route.
Et maintenant, vous savez quoi? On va mettre des bonus incentivés pour tout le monde là-dessus. Alors, vous avez fait quoi? Alors, bon, c'est un peu comme en introduction. Je veux dire, quand on a des KPI RSE dans le plan stratégique, d'aller dire aux uns et aux autres, dans ta rémunération variable, il va y avoir une partie RSE, ça choque quand même personne, en fait, puisque c'est vraiment intégré à la stratégie. Donc, ça n'a pas été très compliqué que d'être dans l'intégration d'un KPI RSE dans les variables, en tout cas pour les gens qui ont un variable chez Fnac Darty. C'est une partie significative en termes d'effectifs. Alors aujourd'hui, la rémunération, 10% de la rémunération variable est indexée sur un KPI RSE. Et alors la petite nouveauté de cette année, c'est que c'est toujours mon idée que la RSE, ça ne doit pas être hors sol, ça ne doit pas être générique, ça doit être vraiment dans le concret. J'espère que vous avez été convaincus. Eh bien, on a demandé à nos référents justement RSE cette année de travailler avec leur comité de direction, puisqu'ils avaient leur feuille de route, et de nous donner finalement, qu'est-ce qui allait rentrer dans le variable RSE au titre de leur direction. Et donc aujourd'hui, là, en 2023, donc c'est 10% de la rémunération variable. Il y a 5%, c'est ce fameux indicateur donc, qui a été élaboré avec les CODIR. Alors, en fonction des directions, ça peut être un sujet de taux de féminisation. Je pense notamment au directeur de magasin chez Darty. Bon. Sur d'autres, ça va être la décarbonation. Sur d'autres, ça va être comment j'évite des interventions inutiles en réparation. Donc, on est vraiment au plus proche de l'activité des uns et des autres. Donc, 5%, donc cet objectif-là. Et puis, on s'est engagé, là, au niveau du groupe, sur un plan de sobriété énergétique avec des objectifs ambitieux de réduire notre consommation électrique de moins 15% à horizon 2024. Et donc là, pour le coup, tout le monde à 5% des 10% qui sont indexés justement sur la réussite de ce plan de sobriété. Donc c'est quand même, là c'est vraiment allier le geste à la parole, c'est hyper important parce que dans beaucoup d'organisations dans lesquelles on peut intervenir, si vous n'allez pas jusqu'au bout de ça, vous êtes du coup, en tant que dirigeant aussi, vous n'êtes plus du tout crédible. Est-ce que vous allez prendre la parole en disant « Ouais, c'est super important, ouais, on a mobilisé plein de gens, oh, il y a eu un cabinet de conseil génial qui s'appelle Hatch qui vous a aidé. » Mais derrière, si quand on commence à travailler les bonus pour l'année d'après et que ça n'apparaît nulle part, alors là, je peux vous dire, c'est remis en bas de la pile en disant « Ah, le patron, il a fait un petit coup de com' et après, on va se sortir dessus. » Donc, en fait, il faut à la fois cette super gouvernance qu'on a pu voir un exemple là, donc il faut l'adapter évidemment à son contexte, type d'organisation qui vous va bien. Et puis de l'autre côté, il faut absolument avoir ce côté rémunération qui est une façon très concrète de montrer aux gens que c'est vraiment important pour vous, quoi. On a vu ces deux éléments-là. Et puis alors, c'est quoi les prochains défis les prochains défis, alors je pense que vous êtes un certain nombre à se dire, mais c'est quoi ce truc qui nous arrive dessus, la CSRD? Donc là, je pense qu'on est tous sur ces sujets-là. Alors, je nie pas l'utilité du sujet, mais enfin, ça va être quand même en termes de reporting, etc., quelque chose d'assez significatif. Au-delà du contexte, comment dire, réglementaire, vous avez compris que nous, on a vraiment un enjeu sur les produits qu'on vend. Donc là, on a vraiment bien structuré les choses en termes de allonger la durée de vie des produits. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez Fnac Darty, on n'a pas la main sur le cahier des charges. Quand on vend un iPhone, on est dépendant d'Apple. Et donc, maintenant qu'on a des objectifs aussi sur le scope 3 et sur la décarbonation en fait, de notre scope 3, on a vraiment un enjeu majeur sur nos produits et comment on va embarquer nos fournisseurs pour qu'eux-mêmes aillent dans une stratégie de décarbonation. Donc ça, c'est un sujet important là, dans les mois qui viennent. Et puis, puisque le thème de la journée, c'est la gouvernance, on va franchir une nouvelle étape d'ici une quinzaine de jours. D'ailleurs, je suis contente, je vois dans la salle Camille qui est dans mon équipe et qui travaille sur le sujet. On va lancer un réseau de référents dans nos magasins. Donc, il y aura un référent RSE dans chacun
de nos magasins Fnac et Darty. Donc là, on passe à une autre échelle, puisque là, c'est entre 300 et 350 personnes qu'on va rajouter. Donc avec pareil, encore une fois, c'est de la communication descendante, des objectifs qui sont liés à leur business, les objectifs de durabilité, de sobriété énergétique peuvent tout à fait se décliner dans un magasin. Et puis c'est aussi de créer une communauté et des best practices et de pouvoir échanger sur ce que font les uns et les autres entre deux enseignes, entre deux magasins, entre deux régions. Donc ça, c'est un beau sujet là, qui nous attend là, dans les jours qui viennent. C'est un super sujet. On voit vraiment que c'est fait par phase. Je pense que c'est aussi important de prendre le temps de bien faire les choses. Si on s'était précipité pour faire tout ça, voilà, vous avez trop de sujets, c'est pas encore bien établi au niveau du siège, des fonctions transverses. Et une fois que tout ça est bien rodé, là, on sent que vous êtes prêts. Donc il y a une maturation sur le sujet. Il est important d'agir, mais il est important de bien le faire et de prendre le temps parce que ça bouscule beaucoup d'habitudes, surtout quand vous êtes près du business, comme c'est le cas, et que ce n'est pas juste des déclarations d'intention. Nous, donc, comme on n'a qu'une demi-heure, mais c'est la fin, on va un peu déborder. L'idée, c'est on a encapsulé donc, dans ce guide de la gouvernance que vous retrouvez sur notre site. Téléchargez le guide complet sur hatch.fr. J'ai l'impression d'être sur Téléshopping. En tout cas, vous pouvez le télécharger. Il est à dispo. Il y a énormément de témoignages comme celui de Géraldine. On vous invite à voir un peu toutes les bonnes pratiques qui y figurent. Vous allez voir, c'est que, comme ce dont on a discuté aujourd'hui, du bon sens, de l'opérationnel, du très concret. Maintenant que j'ai fait notre pub, on peut prendre plein de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors, comment on a choisi les référents? C'est une bonne question. Soit ça a été une désignation par le membre du COMEX pour certains sujets. Soit ça a été aussi au sein d'une direction des personnes qui ont levé la main et qui se sont proposées. Mais encore une fois, comme on a des comités qui sont quand même axés très opérationnels, finalement, c'est des gens des filières opérationnelles et ça peut être le membre du COMEX qui les a désignés. Question là? Non. C'est dans leurs objectifs, mais il n'y a pas un temps prédéterminé la mission RSE. Et encore une fois, finalement, il n'y a pas besoin de faire ça. La RSE, elle est dans la stratégie. Donc, je dirais que pour nos référents, finalement, c'est assez neutre. Ça fait partie de leur quotidien. Et c'est un très bon point que vous soulevez parce que souvent, il y a des directions qui disent en fait, on va le faire sous le mode goodwill. Donc, on va leur remettre une couche sur le ciboulot. Ils ont leur casquette opérationnelle. On va remettre une deuxième couche. Et à eux de se débrouiller avec leur agenda. Mais ils le feront, ils vont le faire. Souvent, la phrase qu'on entend, c'est « ils vont le faire parce qu'ils sont engagés, ils sont passionnés, ils vont bien vouloir prendre la charge supplémentaire ». En fait, c'est là où il y a une vraie problématique qu'il faut adresser au niveau de la direction, qui est de dire « non, vous n'avez pas compris, en fait. C'est un sujet business de votre entreprise, stratégique. Donc, en fait, la personne avait une to-do de 30 choses, elle a toujours une to-do de 30 choses, et vous allez juste faire un peu le ménage et prioriser. » Et alors, c'est facile à dire comme ça, mais c'est là où on doit amener les comités de direction à se dire c'est une nouvelle donne qui intègre la feuille de route stratégique et donc la feuille de route au quotidien des collaborateurs. Et donc, il y a des priorisations à faire. Oui, parce que ça présuppose, je trouve, dans votre question, qu'on peut opposer l'économique, ou le business model à la RSE. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. Et en fait, c'est là... En fait, c'est une nouvelle façon de travailler.
En fait, moi, l'exemple que je trouve très... ouais, bah, il y en a un, c'est le digital. Il y a 10 ans ou 15 ans, voilà, est-ce qu'on nous a donné plus de temps parce que tout d'un coup, le digital arrivait dans nos métiers? Moi, je suis un ancien marketeur. C'était juste, bah, maintenant, il va falloir que dans ton plan marketing, tu intègres les réseaux sociaux. Donc, j'ai appris ce que c'était. J'ai développé des campagnes médias, pubs, etc. Avant, c'était juste télé, presse, et voilà. Et après, c'était maintenant réseaux sociaux à fond. J'ai pas eu plus de temps pour le faire. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est un élément stratégique du modèle d'affaires qu'il faut intégrer. Et aujourd'hui, il faut en tout cas, l'idée, c'est que dans la gouvernance, il faut que les directions intègrent que voilà, c'est un nouvel élément à mettre, à prendre en considération dans le quotidien de tout le monde, quoi. Oui, je sais pas. Et toi, tu avais un exemple, J'ai un autre exemple. Au niveau de la réparation, pour limiter l'impact carbone de la réparation, gros travail des équipes SAV pour limiter les interventions inutiles. D'accord, le fait d'aller chez les uns et les autres et que ça ne serve à rien. Donc, ils ont mis en place de la réparation à distance, en visio, une meilleure qualification avant l'intervention. Okay, ça, c'est bon pour la planète, on évite des déplacements, etc. Ouais. Deuxième, en fait, c'est bon pour le PNL du service réparation parce que ça évite des interventions inutiles. Et en troisième, c'est bon pour le NPS sur les clients, puisqu'on est bon du premier coup. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce sujet, quand vous me demandiez, mais finalement, est-ce que c'est pas en plus? Ben non, en fait, c'est la même chose. C'est le but de la réparation, nos équipes de réparation, c'est d'être au top en termes de qualité, de faire ça dans un PNL efficace et avec moins de CO2. Et donc, ça, un sujet répond aux trois sujets. Oui, oui, tout à fait. Mais on revient toujours à cet élément clé, hein, c'est pour que ça marche, et c'est là où il faut, nous on fait beaucoup de pushback des comités de direction, c'est un élément stratégique, on est d'accord, c'est pas une couche de vernis, de toute façon nous on veut pas faire de greenwashing. Donc, et si on veut que ça apporte tous ces bienfaits et ces effets, il faut que ce soit intégré dans la stratégie du groupe avec, voilà, idéalement, ça permet de pivoter sur le modèle d'affaires, etc. Quand on fait ça, là ça marche, ouais. Donc c'est voilà. Une question, ouais. Oui, je ne sais pas si ça marche. Ça marche. J'ai cette chance-là extraordinaire d'avoir la responsable RSE de la FNAC. Il s'avère que je suis un client One de la FNAC, donc j'interviens comme ça, en tant que client. J'ai deux questions à vous poser. J'ai toujours été intrigué par la démarche RSE de la FNAC Darty, de la FNAC d'abord. Hein. Darty, on le met à côté, tout simplement parce qu'il y a quand même des valeurs qui ont été promulguées. Vous reposez l'image de marque de la FNAC, c'est Max Théré, c'est André Essel. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de Max Théré et d'André Essel, hein, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, je me pose la question, vous parlez d'empreinte carbone, vous parlez de concertation avec vos fournisseurs, vous savez très bien que compte tenu du nombre de références que vous avez, compte tenu des produits que vous vendez, il ne vous aura pas échappé que l'empreinte carbone de vos produits est quand même assez importante, des produits que vous commercialisez. Et donc la question que je me pose... Depuis tout à l'heure, oui, oui, tout à fait, c'est ça qui est intéressant. Et donc, quelle est la démarche que vous allez faire, vous, de votre côté? Est-ce que, en tant que responsable RSE, vous allez pouvoir, vous, agir au niveau des achats en disant, à partir de maintenant, moi, en tant que responsable RSE, ces produits sont hyper carbonés, ces produits ne servent à rien, puisque tout à l'heure, vous disiez, on ne répare pas des choses qui ne servent à rien pour éviter les déplacements, etc. Je me pose donc la... oui, enfin, vous avez dit de toute façon qu'au niveau de la réparabilité, vous évitez les déplacements, et c'est très vertueux, c'est déjà superbe. Mais au niveau des produits, est-ce que vous avez le pouvoir de dire on ne va pas vendre ça parce que, ça ne sert à rien, grosso modo, c'est de la mode, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. J'ai compris. Alors sur la première, comment dire, sur votre première question, alors c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé là, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, notre stratégie RSE, elle repose sur 5 piliers, dont un pilier qui est majeur, qui est sur tout ce qui est territoire et culture. Et la volonté vraiment du groupe, c'est d'être dans la démocratisation de la culture. Notre raison d'être qui est s'engager pour un choix éclairé, une consommation durable, le côté choix éclairé, ça répond tout à fait à ce que vous disiez des fondateurs de la FNAC, et on est vraiment dans la lignée, que ce soit au niveau de j'apporte du conseil aux clients, et puis le deuxième sujet qui est de la démocratisation de la culture.
Sur la deuxième question sur les produits, alors ça serait faux de vous dire que si Géraldine appelle le directeur commercial tout à l'heure en lui disant tu déréférences tel produit, je pense qu'il va m'envoyer au plot. En revanche, une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, enfin en tout cas là dans les mois qui viennent, puisqu'on a des objectifs maintenant qui ont été déposés au SBTi sur le scope 3 et sur l'émission carbone de nos produits, on a un fort enjeu sur ce sujet-là. Et le directeur commercial est dans le comité climat et on va agir et on commence déjà à avoir des échanges un peu musclés avec certains fournisseurs sur des sujets alors déjà de réparabilité et durabilité, et on pourra aller un cran plus loin sur ces sujets de carbone. Moi, je rajouterais... Là, on y est déjà sur les aspects de durabilité et de réparabilité. Il y a des échanges aujourd'hui réguliers avec nos fournisseurs qui sont dégradés sur des notes de fiabilité et de réparabilité. On a un asset, alors on a un baromètre qu'on publie régulièrement, effectivement, mais on a un asset majeur, puisqu'on parlait de la FNAC, c'est le labo FNAC, qui nous permet notamment de tester les produits et de pouvoir aussi être justement dans l'échange avec les fournisseurs et dans des échanges un peu musclés. Et parce que j'aime bien les exemples concrets, on a un fournisseur, en fait, parce qu'on est capable aujourd'hui de scorer en termes de durabilité l'ensemble de la gamme des produits qu'on vend, et qui avait été très dégradé une année. Alors, c'est un fournisseur de tablettes. Alors, ce n'est pas celui à la Palm, c'est un autre. Et donc, qui avait été très dégradé en termes de notation, parce que la batterie dans cette tablette était collée. Donc, quand la batterie est collée, réparation, no way, impossible. Et donc, l'année d'après, pour pouvoir augmenter sa note en termes de réparabilité, eh bien, la batterie n'est plus collée mais vissée. Donc, comme quoi, on fait changer nos fournisseurs. Il est canon cet exemple parce que quand vous regardez l'histoire de Fnac Darty depuis 2017 et la mise en place de la réparabilité dans le modèle d'affaires, il y a eu une succession d'initiatives engagées par le groupe dans ce sens. La première, en 2018, était la mise en place du premier baromètre du SAV. Il y a quand même 2,5 millions d'interventions par an, à peu près, c'est ça. Tout ça, c'est de la data. Vous imaginez, je m'appelle Siemens, je m'appelle LG et tout, le modèle Siemens 2022F, combien de références? Ils savent exactement combien de fois c'est réparé, sur quelle pièce, au bout de combien d'années, est-ce que c'était réparation avec pièces ou sans pièces, etc. etc., etc. C'est une data qui est d'une richesse assez incroyable. Et lorsque je me souviens quand on avait interrogé Régis Koenig, qui avait notamment qui avait participé à la mise en place de tout ça, et lorsque le premier baromètre est apparu et que des marques réputées pour leur fiabilité se sont pris des taquets, je peux dire que derrière le téléphone a sonné pour se dire mais qu'est-ce que ça veut dire, et derrière il y avait de la data qui permettait de dire ben voilà. Et du coup, ça engage la conversation. Et c'est ce que vient de raconter Géraldine pour dire, en fait, là où eux n'ont évidemment pas le même pouvoir qu'un Amazon pour tordre le bras d'un Apple, machin, etc., quand ils ont joué sur ce qui était leur point de force, qui était le labo Fnac et la réparation, et pour pouvoir dire et mettre en regard des marques et des entreprises, regardez où vous en êtes et voilà ce que vous pouvez améliorer. Et de ce que nous, on a pu comprendre, c'était ça. C'était que, dans le bras de fer, ils ont acquis un truc qui est canon, c'est la data sur la vraie vie des produits des marques. Ce que les marques n'ont pas, impossible. Et c'est là où, effectivement, là, tu parles c'est un petit rééquilibrage qui se fait. Et en tout cas, au niveau de la France, Fnac Darty a quand même une part de marché conséquente. Et c'est là où c'est intéressant de se dire que, via cette stratégie-là, ils arrivent à reprendre un peu de hauteur sur le bras de fer. Donc on espère, mais je suis comme vous, j'espère que ça va pouvoir devenir hyper concret par la suite, quoi. Et merci pour votre question. Je crois qu'il faut qu'on conclue, non? On doit conclure, la régie nous fait des signes. Non, sinon on reste là, on est bien. Une question? Ouais, il y a deux questions. Deux questions. Alors, il y avait une question, désolé, madame avait levé la main juste avant. Je vous en prie. Ah, bien sûr, avec plaisir. Merci.
Alors, Oui. pardon, les échanges musclés, c'est pas moi personnellement. Oui. Moi, je n'interviens Oui, pas je auprès sais des que vous fournisseurs. n'intervenez Ouais. pas. Parce qu'à Et 3 dans l'équipe RSE, quand on dit- Pas de souci, vous êtes bien accompagné. Quand vous dites échange musclé, parce que c'est l'étape dans laquelle je suis en train de travailler un peu en ce moment, est-ce que vous vous appuyez sur des rencontres avec chaque personne concernée dans chaque fournisseur? Vous vous appuyez sur la réglementation? Vous vous appuyez sur... Ouais. En fait, Pour vous voir les Oui, verdir tout à fait. un petit peu, en fait, puisque c'est notre objectif aussi. Ouais. En fait, on a un outil, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le détail, mais un outil qui est fantastique, qui s'appelle le score de durabilité. Aujourd'hui, vous avez l'indice de réparabilité, ça c'est obligatoire, c'est l'affichage que vous voyez chez Fnac Darty comme chez d'autres. Le score de durabilité, c'est en fait la moyenne entre la fiabilité d'un produit et la réparabilité d'un produit. Sur la fiabilité, grosso modo, c'est effectivement le taux de panne. Comme le disait Mine, on a une source de data qui est énorme puisqu'on est le premier réparateur en France. Donc on sait pour chacun des produits effectivement les taux de panne. Sur la réparabilité, donc on a des informations des fournisseurs, mais nous on est allé un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on intègre dans la notion de réparabilité le nombre d'années de mise à disposition des pièces détachées et le prix des pièces détachées, parce que c'est bien sympa d'avoir un produit qui est fiable et qui est réparable. Enfin, si vous n'avez pas les pièces détachées à un prix abordable, tout ça est un peu pieux. Donc on fait la moyenne entre fiabilité et réparabilité, c'est ce qui donne le score de durabilité. Aujourd'hui, on est capable de scorer l'ensemble des produits que nous vendons. On est capable, par grande catégorie aussi, de donner, comme l'expliquait Mine, finalement de mettre en avant des marques qui sont plus durables que certains. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez sur nos sites fnac.com, darty.com ou en magasin, vous avez des logos sur certains appareils qui sont choix durables. C'est fondé justement sur le score de durabilité qu'on a mis en place en interne. Et en fait, ce score de durabilité, ça nous permet aussi de publier, et Mine l'évoquait, ce qu'on appelle le baromètre du SAV. Donc le baromètre du SAV, le prochain va être publié, je crois, d'ici 2 à 3 semaines. Mais sinon, je vous invite à aller sur l'éclaireur Fnac et d'aller consulter la dernière édition de l'année dernière. Dans ce baromètre du SAV, vous prenez une catégorie de produits, les lave-linges à hublot. Vous cliquez dessus, il y a une infographie, et là, vous avez un classement des marques les plus durables. Alors au début d'ailleurs du baromètre SAV, on mettait que le top 3. Bon, c'était sympa. Et alors maintenant, on met toute la liste. Donc quand un fournisseur se retrouve là, tout en bas de la liste, et c'est là où je vous dis que les échanges peuvent être musclés, c'est un peu problématique parce que ça s'est mis en avant, c'est sur Internet, c'est ce qui détermine aussi les mises en avant produits chez Fnac Darty. Donc en fait, musclé, c'est peut-être pas forcément le terme, mais avec ce score de durabilité, on a le moyen que d'animer les fournisseurs et de mettre le doigt là où ça pique un peu, où ça fait mal. Merci. Vous avez Oui, je voulais vous poser une question sur les deux bonnes pratiques que vous mettiez en avant. Il y avait celle de la mise en place d'un bon réseau que vous avez bien développé avec l'ensemble des comités. L'autre bonne pratique, c'est parler à la fois au cerveau droit et au cerveau gauche. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les arguments, sur ces éléments? Comment parle-t-on nouvellement, finalement, de cette nouvelle pratique pour embarquer sur ces tout nouveaux objectifs? Cerveau droit et gauche. Ouais, alors... En fait, je sais pas, peut-être que j'ai mal... c'est pas vraiment nouveau quand même, parce que 2021, la direction de la RSE existait depuis 2012. Moi, je crois que ce qui marche vraiment, d'ailleurs la direction de la communication nous aide bien là-dessus, c'est à chaque fois de communiquer et de rendre concret, de communiquer sur les actions, de mettre en avant des équipes et de rendre concrets les engagements qu'on prend et comment on les réalise. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Vous voyez, le sujet que j'évoquais tout à l'heure, là, avec ma réparation, qui est bon pour la planète, le NPS et puis le budget, ça, c'est quelque chose qu'on a communiqué largement et dont on s'est fait le relais en communication interne et qu'on a partagé dans l'ensemble du groupe. Donc, j'insiste, si on veut parler aux deux côtés du cerveau, il ne faut pas que ce soit hors sol, il faut vraiment qu'on soit ancré dans le concret, ancré dans le business et du job au quotidien des uns et des autres.
Et il y avait en relais, quand on parlait de la partie émotionnelle, c'est aussi toutes les personnes qui font partie de ces comités-là, elles s'engagent. Alors on disait, c'est pas on top, ça fait partie de leur feuille de route au quotidien, mais c'est aussi des gens qui naturellement ont un penchant pour le sujet, souvent. Et du coup, on a aussi envie de les nourrir, de leur donner à voir un peu plus, et donc les emmener voir concrètement sur le terrain ce qui se passe. Et ça fait partie d'un job, on va dire classique, mais d'animation de la communauté pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe et tout. Et là vous touchez aussi à l'affect. C'est un mix à cerveau droit, cerveau gauche. Mais voilà, c'est important d'avoir les deux en tête. Et puis, pourquoi on avait mis ça, c'était aussi de se dire, le portefeuille. Souvent les bonus, etc. Parce qu'encore une fois, il faut que que la démarche soit cohérente. Donc si c'est important, c'est dans les bonus, il y a une partie qui est attribuée à ce niveau-là également. Ok. Merci beaucoup. Merci. C'était la dernière, donc merci de votre attention. Hein. Bonne fin de Pro Durable. Bonne soirée. Et merci Géraldine.